Liban, Raymond Barre à l'Assemblée calme l'émotion suscitée par la déclaration de Louis de Guéringaud. Valéry Giscard d'Estaing à Perpignan avant sa visite officielle dans la principauté d'Andorre. Au Conseil des ministres, première série de mesures pour les entreprises en difficulté. Michel Morgan joue le tout pour le tout, en exclusivité pour Antenne 2, ses débuts au théâtre. Messieurs, bonsoir. Avant d'aborder le gros dossier de la journée, c'est-à-dire l'émotion soulevée surtout au sein de la majorité par les déclarations de M. de Guéringaud à propos du Liban, je vous propose de regarder un petit document qui, vous l'avouerez, n'est pas commun. Un pape à ski, cela ne s'était jamais vu. Vous avez dit hier que le nouveau pape Jean-Paul II était un grand sportif, qu'il aimait la natation, le football, l'aviron et le ski. Mais il nous fallait des preuves. Alors en cherchant bien dans les archives de la télévision polonaise, on finit par retrouver le cardinal Wojtyła à ski sur les pentes de la station de sport d'hiver de Zakopane. C'était il y a 8 ans. Pour l'instant, il est à ski, mais il n'a pas commencé sa descente. Je vais vous laisser admirer son style, que les professionnels qualifieront d'un petit peu guindé, puis que les amateurs qualifieront peut-être d'écuménique, tout simplement. Voilà, c'était le pape à ski. Plus sérieux maintenant, un palais Bourbon comble, raison de l'affluence, la tempête provoquée par les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Louis de Guéringaud, qui avait, je vous le rappelle, imputé la responsabilité des massacres de Beyrouth à certains éléments chrétiens libanais. Je cite précisément ses propos. La tension était extrême, d'autant que le matin même, on n'avait pas évoqué le dossier en Conseil des ministres et que le principal intéressé, comme vous le voyez, avait quitté l'Élysée sans faire la moindre déclaration, si ce n'est ce geste de la main. Louis de Guéringaud, qui sera demain entendu par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, n'était pas au Palais Bourbon cet après-midi. En revanche, son Premier ministre a d'entrée de jeu, sans même qu'une question lui soit posée, évoqué le drame. Ce qui a été fait, ce qui est fait à l'heure actuelle, ce qui sera fait, répond à l'élan spontané de sympathie que tous les Français éprouvent pour les Libanais, et tout particulièrement pour cette communauté chrétienne, si proche de nous à tant d'égards, si menacée dans son avenir, et du sort de laquelle la France ne saurait à aucun moment se désintéresser. Dans le drame qui se déroule au Liban, ce qui est important n'est pas de juger, encore moins de condamner, même s'il est parfois nécessaire de rappeler que l'émotion ou la sympathie ne doivent pas engendrer la partialité. Ce qui est important, ce qui est urgent, c'est de consolider un cessez-le-feu fragile en agissant auprès de toutes les parties responsables. C'est ce que la France fait. Monsieur le Premier ministre, votre intervention rectifie heureusement la déclaration partiale et inopportune faite avant-hier par votre ministre des Affaires étrangères. Les esprits étant quelque peu calmés, surtout vous l'avez entendu au sein du RPR, on a ensuite assisté à une série d'interventions sur le même sujet, la plus remarquée étant celle de François Mitterrand, qui ne condamnait pas, loin de là, l'attitude du Premier ministre. Où est donc le ministre des Affaires étrangères? Sur le texte même de votre déclaration, je ne puis que vous approuver. Ce que j'aurais aimé, c'est connaître, à propos de l'intervention du ministre des Affaires étrangères, quelle était, au-dessous des mots, la réalité des choses. Il semble qu'on ne l'ait pas encore abordée. Il faut en effet tout entreprendre. Et de ce point de vue, le Parti socialiste ne refusera son concours à personne, ni sur le plan national, ni sur le plan international. Je dirais à M. Mitterrand que si dans certains cas nous devons être discrets, le point n'est pas de savoir si le gouvernement français a un pouvoir ou n'a pas de pouvoir. Le point essentiel est que dans certains cas, l'action n'a pas besoin d'éloquence.
Daniel Brem a beaucoup écouté pour nous ce qui s'est dit dans les tribunes et dans les couloirs de l'Assemblée. Alors, à votre sentiment, Daniel, est-ce que la grenade Guiringo, si on peut l'appeler ainsi, est dégoupillée? Écoutez, en choisissant de parler le premier et sous la forme d'une déclaration solennelle, le Premier ministre, c'est évident, a évité les mouvements d'humeur, les interjections, les claquements de pupitre, les sorties auxquelles on s'attendait. Le débat s'est donc déroulé dans une grande dignité, mais malgré tout, on sentait des frémissements dans l'Assemblée. Et on l'a vu au moment où plusieurs RPR ont applaudi M. Mitterrand s'attaquant à M. de Guiringo, et on l'a vu également quand 5 UDF, dont M. Stasi, ont applaudi la conclusion de M. Mitterrand. Daniel, l'émotion donc est un petit peu calmée chez les députés. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que la rancœur à l'égard de M. de Guiringo, cette fois-ci, précisément, est apaisée? Eh bien, c'est très difficile à dire sous cette forme. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les couloirs, on parlait beaucoup du sort qui lui est réservé. Alors, il y avait les magnanimes, comme Claude Labbé ou Louise Moreau de l'UDF, qui se référaient à la petite phrase du Premier ministre « Il ne faut pas condamner, il ne faut pas juger ». Et s'appuyant sur cette phrase, il disait « M. Barre a désavoué le ministre des Affaires étrangères » et il se satisfaisait de ce désaveu. Et puis il y avait les diplomates ou les méfiants qui, eux, se référaient à la deuxième partie de la phrase qui était « l'émotion ou la sympathie ne doivent pas engendrer la partialité ». Et pour eux, le désaveu était si modulé qu'il n'en était plus un. Enfin, vous aviez les jusqu'au-boutistes comme M. Marette ou comme M. Foyer qui estimaient qu'il ne restait qu'une chose à faire pour M. de Guiringo, c'était à démissionner. Oui, et puis l'attitude tout à fait particulière du groupe communiste. Ah oui, eux, ils étaient de glace, ils faisaient bande à part, et M. Fitterman s'indignait dans les couloirs d'avoir vu M. Mitterrand, je cite, venir au secours de Camille Chamoun comme l'avaient fait les groupes de la majorité. Et il répétait, c'est scandaleux. Eh bien, je vous propose précisément d'écouter, Daniel, ce que disait à cette même tribune, donc cet après-midi, à l'Assemblée, le député Louis Audru, au nom du Parti communiste. Monsieur le ministre des Affaires étrangères vient d'affirmer la responsabilité des phalanges réactionnaires de M. Chamoun, appuyées par Israël dans les massacres libanais. Nous ne nous associons pas à la levée de boucliers disparates à laquelle nous assistons à la suite de cette déclaration. Dans les tribunes du Palais Bourbon, on pouvait voir beaucoup de Libanais, parmi eux un ancien ministre, Raymond Aidé. Il est bien évident que sur place à Beyrouth, on a beaucoup suivi le développement de cette polémique. Un Beyrouth vidé, comme nous l'avons vu lundi soir dans le reportage de Jacques Abouchard, d'une grande partie de ses habitants. Au-delà de l'émotion du monde politique français, et sans chercher à déterminer nous-mêmes quelles étaient les responsabilités dans le déclenchement des hostilités au Liban, il nous a paru intéressant de remonter un petit peu le temps et de comprendre l'attitude, ou plutôt les attitudes successives des chrétiens du Liban. Dans le quartier chrétien de Beyrouth, où un semblant de vie collective s'est organisé depuis le cessez-le-feu, la population est dans l'expectative. La trêve va-t-elle se prolonger, ou au contraire, la reprise des hostilités est-elle inévitable entre l'armée syrienne et les milices chrétiennes? Depuis l'arrêt des combats il y a 10 jours, les deux camps ont maintenu leur force sur le pied de guerre, les phalangistes ont renforcé leur position dans le secteur chrétien. À la périphérie, les unités syriennes seraient relevées de certaines de leurs positions dans les 48 heures afin de réduire la tension. C'est l'une des conséquences de la conférence des ministres arabes qui vient de se tenir au Liban. Les phalangistes n'ont ni approuvé ni rejeté les conclusions des ministres qui confirment le mandat de l'armée syrienne. Mais il y a quelques jours, M. Béchir Jmaïel se montrait sceptique sur la suite des événements. L'opinion publique internationale nous permet d'être un peu sceptiques à l'égard de tout ça, parce que depuis 4 ans, nous avons eu pas mal de tentatives de médiation, nous avons eu pas mal d'appels de cesser le feu, nous avons eu pas mal de témoignages de sympathie de ce genre qui ont été faits par rapport au Liban, mais malheureusement ceci ne nous a pas permis de sortir du bourbier dans lequel nous sommes. L'impasse, quoi. C'est beaucoup plus que l'impasse, c'est la catastrophe.
Cette catastrophe se double d'un isolement pour le camp chrétien. Les modérés font leur compte et rappellent volontiers que si l'armée syrienne est venue au Liban, ce fut en 1976, à la demande des chefs conservateurs, au premier rang desquels M. Camille Chamoun. Aujourd'hui, l'ancien président de la République libanaise dispose d'une force d'environ 3000 combattants. On les appelle les Tigres. Les voici d'ailleurs au cours d'une manifestation de prestation de serment qui avait eu lieu il y a un an. Le million de chrétiens du Liban, durement frappés par la guerre, souhaitent probablement une solution de compromis. Au contraire, Camille Chamoun et ses hommes prêchent la résistance à tout prix jusqu'au départ du dernier des soldats syriens. Réflexe suicidaire, il y a à peine quelques jours, M. Chamoun paraissait pourtant sûr de lui. Je considère que c'est le plus beau jour de ma vie. Naturellement, je déplore ce qui est arrivé pour le pays, pour la population civile qui souffre, pour les destructions dues à l'action criminelle des Syriens. Camille Chamoun est-il désormais un homme seul, ou l'union sacrée sera-t-elle confirmée entre conservateurs chrétiens? La réponse dépend surtout des phalangistes. À Washington, maintenant, le porte-parole du département d'État a chaussé pratiquement les mêmes bottes que Louis de Guiringaud. Il a rappelé à Camille Chamoun que toute personne qui menaçait le cessez-le-feu et agissait de manière à provoquer de nouvelles hostilités au Liban encourait de lourdes responsabilités. Et puis pendant ce temps, à la surprise générale, les frères arabes, c'est-à-dire les pays qui participent à la force de dissuasion arabe, ont assez vite accordé un total blanc-seing au président syrien Hafez el-Assad. Il est sûr que la prise de position française a quelque peu renforcé les thèses syriennes. En bref, maintenant, il faut que je vous dise que sur l'agenda du président de la République, 2 pages sont déjà cochées. Le 3 novembre, une rencontre à Paris avec Helmut Schmidt, et puis le 21 novembre, une conférence de presse dans un lieu qui devrait sortir de l'ordinaire et qui ne sera pas forcément l'Élysée. Enfin, sur la date de demain, voyage en Andorre, voyage précédé, comme vous le voyez, par une étape ce soir à Perpignan. Le chef de l'État vient de prononcer un discours. Nous faisons parfois nous tromper de concurrents. Le véritable défi pour la France, le véritable problème vient de nos partenaires actuels au sein de la communauté économique européenne. Pour nos industriels, et je souhaite que l'industrie se développe chez vous, le risque n'est pas tant de voir les Espagnols envahir nos marchés, puisqu'ils disposent à l'heure actuelle, vous l'avez rappelé, d'un accord qui leur donne des avantages supérieurs à ceux de l'adhésion en matière industrielle. Et d'ailleurs, les chambres de commerce, les chambres d'industrie de vos régions le savent bien. Pour nos industriels, le risque, c'est plutôt de voir les Allemands, les Italiens ou les Néerlandais conquérir avant nous le marché espagnol et s'y installer à notre place. Il n'a jamais été bon pour une grande ville, pour une région, de se trouver dans une sorte d'impasse géographique. Je ne connais pas dans le monde de régions qui sont aux extrémités d'un pays ou d'un continent qui connaissent le développement économique le plus rapide. Perpignan était à l'extrémité de l'Europe. Eh bien, sans doute, cette frontière va reculer jusqu'à l'Afrique. Tout le centre de Perpignan était neutralisé par les forces de l'ordre car 3 cortèges distincts entendaient accueillir à leur manière le chef de l'État, une manifestation organisée par la CGT, la CFDT et la FEN, une autre à l'instigation des partis de gauche, le PS, le PC et le MRG, et puis une 3e enfin par des agriculteurs qui ont quand même accepté d'être présents à la réception ce soir à la préfecture. Le président qui demain donc quittera la ville pour franchir 2 frontières, l'Espagne d'abord, puis l'Andorre. Vous savez que cette région a un statut tout à fait particulier, cette petite enclave. Sur le papier, elle est dirigée par 2 hommes, 2 coprinces, l'évêque d'Urgell en Espagne et le président de la République française. Andorre, ce sont aussi des paysans, quelques-uns. Sur cette terre de vallée, l'immigration a multiplié par 3 le nombre des habitants au cours des dernières années. Mais plus de bergers, plus de troupeaux, et ceux qui exploitent aujourd'hui encore les 15 km² de terre cultivable du petit État ne comprennent pas toujours ceux qui ont tout laissé pour courir vers l'argent. C'est pas le travail qui les intéresse, c'est l'argent.
Paradis fiscal, mais aussi paradis du commerce. Les affaires sont florissantes, les devises valsent de main en main. Tout est moins cher, le vocable TVA ne figure pas dans le lexique des commerçants. Bon an mal an, dans la petite bourgade d'Andorre-la-Vieille, 6 ou 7 millions de touristes contrebandiers. Ils ont assis en 20 ans la fortune des Andorrans. Photos, électronique, alcool, c'est le credo que chaque boutique propose et jusqu'à présent, au grand bénéfice de chacun, les temps ont bien changé. Il y a eu donc 1000 ans de pauvresse. Et dans ces 1000 ans de pauvresse, les Andorrans ont soutenu toujours l'indépendance par des sentiments d'indépendance, des sentiments politiques, de fierté nationale, de personnalité propre. Et je crois toujours qu'ils ont au premier rang toujours la politique, l'indépendance, la personnalité propre, plus encore que l'argent. Mais l'argent ne risque pas de briser tout ça? Bon, je crois que maintenant c'est un danger déjà. Seulement, les institutions héritées du Moyen-Âge n'ont pas suivi au même rythme. Depuis son explosion commerciale, Andorre n'est plus ce coin des Pyrénées qui vivait hors du temps. Et le petit pays réputé pour sa sagesse doit regarder sa réalité en face. 30 000 habitants, mais seulement 8 000 de nationalité andorrane sont représentés dans le mini-parlement des vallées. No hi ha dubte que la visita dels dos coprínceps Il ne fait aucun doute que la visite des deux coprinces renforcera la personnalité de la principauté d'Andorre et sera une garantie pour son futur. Je désire que ce 7e centenaire de nos institutions, que nous célébrons cette année, aide à en préparer beaucoup d'autres. Alors, revêtus des coiffes et de la cape qui symbolisent leur autorité, les élus andorrans veulent que la visite des deux coprinces soit un véritable événement historique. Il y a 700 ans, c'était la naissance d'un État. Mais aujourd'hui, cette première rencontre des deux souverains dans la principauté doit être plus qu'une commémoration folklorique. Ce télégramme qui nous vient de Washington, le président Carter a ordonné la production d'une nouvelle génération d'ogives à tête nucléaire, c'est-à-dire qui puissent être adaptées à des bombes à neutrons, qui puissent porter des bombes à neutrons. En bref, maintenant, un train sur 3 à la gare Saint-Lazare à Paris, aucun à celle des Invalides. C'est un mouvement déclenché à la suite de sanctions à l'encontre d'un cheminot impliqué dans un grave accident. La grève s'arrête demain matin à 6 h. Grève aussi à la SFP demain, je vous le rappelle, peu de changements dans les programmes de la télévision. Grève enfin à la Caisse d'épargne de Rennes pour obtenir la suppression d'un appareil qui permettait d'écouter les conversations téléphoniques et qui était branché dans le bureau du directeur. Les députés ont dit oui. À partir du 3 janvier, le super augmentera de 13 centimes, l'essence ordinaire de 12 centimes. Les automobilistes apporteront ainsi 5 milliards supplémentaires à l'État. À cela s'ajouteront les produits des droits sur les cartes d'identité et sur les alcools. Et puis, un nouveau train de mesures en faveur des PME, adopté ce matin en Conseil des ministres, articulé principalement autour de 3 volets. Le premier projet est purement juridique et vise à mieux séparer deux activités qu'il importe de ne pas confondre. Le syndic de faillite liquide les actifs, c'est-à-dire revend ce qui est vendable pour payer les créanciers d'une entreprise quand elle est morte. L'administrateur judiciaire, quant à lui, est davantage un infirmier et peut parfois présider au sauvetage d'une entreprise provisoirement mal en point. Leur séparation sera désormais plus nette. Comme toutes les maladies, celles des entreprises se soignent mieux quand on les décèle de bonne heure. On va donc s'efforcer d'introduire dans les PME, à partir de 250 salariés, la bonne habitude des signaux d'alarme qui montrent par exemple des stocks ou des frais financiers trop lourds et inquiètent à temps les responsables, comme cela se fait dans les très grandes entreprises. Le diagnostic établi reste le traitement. Les entreprises ont deux sortes de maladies, celles qui viennent de l'argent et celles qui viennent des hommes. Celles qui viennent de l'argent, notamment au niveau de la trésorerie, se soignent, bien entendu, avec de l'argent. On connaît l'hôpital central, le CIASI, comité interministériel qui distribue des prêts et des aides publiques. Son champ d'action sera étendu et renforcé, comme celui de ses antennes départementales, les CODEFI, qui pourront désormais attribuer des prêts jusqu'à 400 000 francs et aussi s'occuper d'entreprises artisanales. Enfin, les maladies qui viennent des hommes. Il y a des entreprises qui ont de bons ouvriers et de bonnes productions et qui coulent parce que leurs dirigeants sont mauvais, parce qu'il y a eu des fautes de gestion. Alors il faut changer de dirigeants et en trouver de bons.
Le gouvernement se propose de le faire en soutenant financièrement des hommes nouveaux capables de proposer un plan de redressement intéressant pour telle ou telle affaire en difficulté. Ce serait une sorte de prêt d'honneur accordé à des gens capables qui prendraient la relève de dirigeants défaillants. On pourrait ainsi réparer des erreurs humaines sans qu'il en coûte d'accroc dans le tissu industriel. Le gouvernement entend maintenir en France un tissu industriel aussi serré que possible. Nous savons les difficultés qui se présentent dans une région, dans une ville, lorsque plusieurs petites entreprises ferment. C'est un problème non seulement pour les salariés, mais c'est aussi un problème pour la municipalité, pour tous ceux qui vivent de l'activité de cette petite entreprise. Donc ce que nous souhaitons, c'est faire le point régulièrement de tout ce qui est déjà mis en œuvre en faveur des petites et moyennes entreprises en difficulté, de manière à renforcer, le cas échéant, ces moyens ou à prévenir ces difficultés. Est-ce que ces mesures n'amorcent pas, dans un certain sens, un changement ou plutôt un infléchissement dans la politique industrielle que vous avez jusqu'à présent menée? Non, il n'y a pas non plus d'infléchissement. Il y a, je dirais, une intensification de l'action que nous avons déjà entreprise. Vous savez que le gouvernement a toujours mis l'accent sur la nécessité pour la France de disposer de petites et moyennes entreprises modernes, dynamiques, capables de s'adapter à une conjoncture qui est très incertaine. De surcroît, ces petites et moyennes entreprises permettent d'établir entre les travailleurs et les responsables de l'entreprise des liens humains, ce qui est très utile dans la période que nous vivons. Par conséquent, le gouvernement veut qu'en matière de financement, en matière de modernisation de la gestion, en matière d'acquisition, d'innovation, les petites et moyennes entreprises puissent jouer un rôle croissant et puissent bénéficier de tous les progrès de la technique. Donc, je reprends ce que je disais en commençant, ce n'est pas un infléchissement, c'est une intensification de l'action. Il ne faut pas croire que tout est malsain en France, il ne faut pas croire que toutes les entreprises soient condamnées à disparaître, on le dit, on le répète, mais ce n'est pas la politique du gouvernement. La politique du gouvernement, c'est d'avoir un réseau d'entreprises, grandes, moyennes, petites, qui soient capables d'assurer la compétitivité de l'économie française, de faire face aux problèmes de l'avenir, de créer des emplois ou de maintenir des emplois dont les Français, notamment les jeunes Français, ont besoin. 4 nouveaux parlementaires en mission. Jacques Piot, député de Lyon, étudiera les propositions sur la modernisation du régime carcéral, c'est-à-dire la vie en prison. Maurice Arex, député du Var, sera chargé d'étudier les conditions de vie des personnes très âgées. Pierre-Bernard Coustet, député du Rhône, effectuera une enquête sur les entreprises de travail temporaire. Enfin, Paul Alduy, député des Pyrénées-Orientales, étudiera, lui, le rôle des missions et des consulats de France à l'étranger. Enfin, un dernier petit détail réglé ce matin au Conseil des ministres, la délégation qui représentera la France à la cérémonie d'intronisation de Jean-Paul II. Conduite par Raymond Barre, elle comprendra aussi Alain Peyrefitte, garde des Sceaux, Georges Galichon, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, et puis, plus inattendu, un écrivain, André Frossard, et encore plus inattendu, un simple prêtre, le père Bossiaki, curé de paroisse dans le nord de la France et d'origine polonaise. Karpov a fini par gagner, il conserve donc son titre de champion du monde d'échecs, mais son adversaire, la patrie Korchnoi, affirme que sa victoire est malhonnête. Échec et mat pour ce cavalier seul, le dissident soviétique Viktor Korchnoi, hier à Baguio. Anatoly Karpov, le soviétique orthodoxe, reste champion du monde des échecs après l'abandon de son adversaire au cours de la 32e partie. Pendant 93 jours, se sont affrontés 2 hommes qui se haïssent. Korchnoi accuse déjà Karpov d'avoir utilisé les services intolérables d'un parapsychologue. 2 hommes qui combattent sur un terrain plus vaste que celui d'un échiquier, une sorte de bataille par pions interposés entre l'Est et l'Ouest. Et peut-être est-ce le poids de leur responsabilité qui leur a fait commettre à chacun des erreurs graves, et l'énergie du désespoir qui permit à Korchnoi, mené par 2-5, d'égaliser dans les derniers jours. Mais hier, Karpov, plus maître de ses nerfs, était couronné roi. Ce championnat restera environné d'ombres, celle des envoûteurs que chaque camp croyait entrevoir dans celui de son adversaire, et celle du génial Bobby Fischer, qui les aurait peut-être battus tous les 2. Jean Prouvost est mort cette nuit à l'âge de 93 ans. Il était vraiment ce que l'on peut appeler un magnat de la presse et du textile. Il avait fondé Paris Match et gérait l'entreprise familiale de la lainière de Roubaix. 1 an et demi après l'accident de Los Rodeos aux Canaries, 612 morts. On sait maintenant qui est responsable de cette plus grande catastrophe de l'histoire de l'aviation.
Le rapport officiel publié aujourd'hui à Madrid par le ministère espagnol des Transports indique que le pilote de la KLM, un Irlandais, a emprunté la piste de décollage sans tenir compte des ordres de la tour de contrôle qui lui avait expressément demandé de ne pas décoller en raison de la présence d'un autre avion sur la piste. Selon les conclusions du rapport espagnol, la responsabilité du pilote néerlandais serait totale. Maintenant, pour savoir ce qui s'est passé, il faut attendre les rapports américains et hollandais qui, eux, rendront compte de l'examen des boîtes noires. Après les récentes accusations, coup de poing si je puis dire, du boxeur Lormeau dans ce journal lundi soir, le débat sur la boxe rebondit. Alors Gilles Cauzanet a enquêté, la boxe, sport ou spectacle? Lorsque vous dénoncez les vieux Manitou, vous faites allusion à certains managers que vous estimez malhonnêtes? Mais ils sont tous malhonnêtes de toute manière. Sur la place de Paris, ils sont tous plus ou moins malhonnêtes, mais ils sont tous malhonnêtes. Claude Lormeau jette donc un pavé dans la mare, violemment, trop peut-être. De ce champion de France classé parmi les meilleurs Européens de sa catégorie, le geste est inattendu. La mare qu'il trouble ainsi, c'est le milieu de la boxe professionnelle. Une boxe qui a perdu le prestige qui était le sien dans les années 1950, quand elle comptait 750 boxeurs professionnels. En 1977, on en recensait plus que 123. La boxe ne paie plus. Unanimement accusée, les taxes. L'ensemble des taxes et qui va d'ailleurs maintenant se gréver en plus de différents frais qui sont afférents aux charges sociales. Alors si on enlève les taxes, tout va bien dans la boxe? Ça coule de source, c'est uniquement une question d'argent malheureusement. En ce qui concerne les boxeurs professionnels, il faut pouvoir les payer. Il faut reconnaître en effet que les taxes imposées sur les combats de boxe sont importantes. Taxes sur les spectacles, près de 20% de la recette. Taxe additionnelle olympique, 10% de la recette, et taxe de la Fédération française de boxe d'un taux de 3 ou 5%, sans compter les charges sociales. De quoi décourager les plus coriaces, c'est vrai. Mais à qui la faute? Là, c'est plus trouble. Les managers sont peut-être trop attachés à profiter au maximum d'un seul boxeur qui plaît au public et néglige les autres. Le spectacle prime alors sur le sport. Donne une série de 3-4 coups et va-t'en. Les boxeurs, c'est comme les artistes. Vous avez des boxeurs qui attirent la foule, qui plaisent au public, quand c'est une petite chose. D'autres, malheureusement, l'ont monté. Je persiste à dire que c'est un garçon qui aurait pu être champion d'Europe, c'est un femme qui avait la classe pour être un champion, mais, comme on dit dans le monde du spectacle, de la boxe, c'est pas un garçon à recette. Donc le boxeur est complètement dépendant de son manager. Mais bien sûr, comme le manager est dépendant du boxeur et de ses résultats. Si vous avez un boxeur qui plaît au public, les organisateurs le demandent. Il fait de la recette, il touche des bonnes bourses. Si malheureusement il ne plaît pas, les organisateurs ne le demandent pas. Les managers dépendent peut-être des boxeurs, mais un boxeur n'a qu'un manager qui lui a plusieurs boxeurs. Il peut donc répartir les risques. Autre tendance, pousser le plus vite possible des jeunes au premier plan, et sans peut-être le bagage technique, la résistance physique suffisante. Les nécessités du spectacle ne s'accordent plus alors avec les impératifs du sport, d'où risque d'accident et épuisement rapide des jeunes boxeurs. Et puis enfin, les boxeurs eux-mêmes ne sont pas toujours armés pour défendre leurs intérêts financiers. Pris en charge très jeune par un manager, ils s'en remettent totalement à lui pour tout ce qui concerne leur vie professionnelle. Est-ce qu'il y a des managers malhonnêtes? Avant les déclarations de Lormeau, paraît-il, il doit y en avoir sûrement, avec des boxeurs qui ne sont pas très évolués, mais celui qui n'est pas maladroit ne doit pas se faire avoir. Parce qu'on peut se faire avoir malgré tout. Ben, je pense qu'il y a des imbéciles, il y a de la ressource, alors... Comme promis, Michel Morgan. Michel Morgan qui prend des risques. La plus connue, la plus couronnée des actrices du cinéma français n'avait jamais fait de théâtre. Tout au long de sa carrière, des centaines de pièces lui avaient été proposées, mais le moment de se remettre en question n'était pas venu. Alors en acceptant de jouer Le tout pour le tout de Françoise Dorin, Michel Morgan a pris en quelque sorte un pari avec elle-même. Sous la direction de Raymond Jérôme, les répétitions ont été tenues secrètes, mais à travers ce reportage de Georges Bégou, vous serez seul à assister au premier pas de Michel Morgan sur la scène du Palais Royal. Chaque fois qu'on me proposait une pièce, je trouvais une bonne excuse. Je disais, ah non, là, le rôle n'est pas comme ci, ou la pièce n'est pas exactement ce que je devrais faire. Ou, enfin, je trouvais toujours une bonne raison pour finalement refuser ce qu'on m'offrait. Cette fois-ci, ça a été très difficile parce que la pièce était excellente, du moins je le pense vraiment. Le rôle
paraît me convenir à merveille parce que finalement, c'est un des personnages au point de vue du caractère qui est le plus proche, je crois, de ce que je suis dans la vie. C'est-à-dire un personnage, contrairement au rôle que j'ai joué au cinéma, c'est un personnage assez gai, assez tonique, assez optimiste, et je crois l'être dans la vie. Écoutez, monsieur Métayer, je ne suis pas venu ici pour écouter vos prêches, je suis venu pour jouer. Alors désolé, monsieur Gray, vous pouvez partir, votre jeu ne nous intéresse pas du tout. Mais attendez, on n'a pas encore commencé. Mais si vous avez commencé, le bolide, les serpents... Mais ça c'était des amusettes. Ah, parce que vous aviez prévu autre chose pour nous. Oui. Ça... Quasimodo. La Thénardier. Combien? Pourquoi faire? L'amour. Avec ça? Oui. Mais vous êtes complètement fou. 1 million. Quoi? 3, 5, 8, 10 millions chacun pour Quasimodo et la Thénardier. C'est quand même bien payé, ça vaut la peine de réfléchir, non? Mais même pour 1 milliard, je ne réfléchirai pas une seconde. Et vous, monsieur Métayer? Ah, moi oui. Ah. Je crois que j'ai eu deux moments de courage dans ma vie professionnellement. C'est lorsque, à 15 ans, je suis partie de chez moi pour... un peu inconsciente d'ailleurs. 2 moments de courage et peut-être d'inconscience, mais je ne crois pas que cette fois-ci ce soit de l'inconscience, plus maintenant. C'est lorsque je suis partie pour aller suivre les cours de René Simon. Et j'ai décidé à 15 ans que je serais comédienne. Et pour ça, il fallait beaucoup de courage, car j'habitais la province et bon, enfin, il a fallu des circonstances... et que je force les circonstances. Et puis, je crois, cette fois-ci, après ô combien d'années de métier de cinéma, que tout à coup, je prenne le risque qu'on me critique, ou qu'on ne trouve pas, ou qu'on ne m'aime pas sur une scène de théâtre, je ne sais pas. C'est un risque. Et je n'étais pas obligée de le prendre. Et je l'ai pris par jeu, par amusement, pour voir, comme ça. Avant la page de la météo, le loto du mercredi, les 6 numéros gagnants, le 41, le 35, le 27, le 16, le 24 et le 10. Numéro complémentaire, le 5. Le temps donc, cet automne a pris des airs d'hiver. Aujourd'hui, neige dans le Haut-Jura et sur les Hautes-Alpes, sur la Savoie et sur les Pyrénées-Atlantiques à partir de 1200 mètres. Et quand il n'a pas neigé, il a fait froid sur toute la France. Demain, vous le voyez, temps frais avec gelée, brouillard matinaux. Sur le sud-est du pays, un temps très nuageux, avec pluie ou orage, neige en montagne, petite apparition du soleil l'après-midi. Dernier rendez-vous de l'actualité, le journal de Gérard Rolls vers 22h55. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous et à demain.